Multi. Je m'appelle Yael Naïm. Je suis auteure, compositeur, productrice et créatrice d'art visuel. En fait, je suis artiste. Artiste qui en quête de liberté, sans limite. Je viens de sortir un album qui s'appelle Solaire. Solaire, c'est cette envie de la jouissance de la vie et du côté multicolore et de la diversité et de la beauté infinie qu'il y a dans ce mélange complexe, riche, bordélique qui est notre société, que j'adore. Je m'appelle Philippine Delair, je suis comédienne et humoriste. Je pense que je suis quelqu'un d'assez spontané, assez solaire, on va dire. Péchu, très péchu, parfois trop péchu pour certaines personnes. En tout cas, on va dire que je suis quelqu'un d'assez vivant. C'est un rêve pour moi de monter sur scène depuis que je suis toute petite. J'ai commencé le théâtre assez jeune et quand j'avais 6 ans, je disais que je voulais devenir actrice américaine. Alors, je ne suis pas devenue américaine, mais en tout cas, je monte sur scène chaque semaine et c'est déjà un énorme rêve pour moi. Au sommaire, dans cette émission, Philippine Delair, drôle et intime sur la scène de la Comédie de Paris. Un coup de cœur au musée Bourdelle avec une grande rétrospective consacrée à l'artiste polonaise Magdalena Abakanowicz, figure majeure de l'art du XXe siècle. Mais tout de suite, on fait entrer la lumière avec Yael Naïm qui nous fait découvrir son nouvel album, Solaire. Wow. Et on retrouve Yael Naïm à la Gaîté Lyrique qui vient de rouvrir ses portes après des mois d'occupation par des migrants. Ici, la culture n'est jamais coupée du réel. Elle écoute, elle accueille, elle prend soin. Lieu emblématique du Paris contemporain, c'est à la fois une salle de concert, un espace d'exposition, de débat, de création numérique et d'engagement citoyen, attentif aux urgences sociales. Ce lieu, il a une histoire récente forte qui est liée à la solidarité, à l'accueil. C'est pour ça que tu as eu envie de nous recevoir ici? Oui, complètement. Le fait que l'art, la culture et le milieu solidaire sont liés, pour moi, c'est la meilleure expression de notre société. Et donc, c'était important pour moi d'être là, parce que la vie, ça pourrait être ça. Ta musique, elle lie toujours l'intime et le politique, mais jamais de manière frontale. Est-ce que c'est un choix conscient? Donc c'est plus un espace que j'ai envie de créer, comme ici, on est dans un espace qui permet de se poser, de se regarder dans les yeux, d'apprendre à connaître l'autre, de voir que même si on est différent et même si on ne pense pas la même chose, c'est pas grave, c'est une richesse. I'm just a human being like everyone else. Wow. Yael, vous revenez avec un nouvel album qui s'intitule Solaire. Être solaire quand le monde vacille, est-ce que c'est une élégance, une force? C'est une nécessité d'aller puiser dans nos ressources personnelles et de ne pas continuer cette codépendance qu'on a avec justement l'état du monde, les politiciens qui ne font pas leur travail. Et je pense que du coup, quand on comprend que la puissance et le soleil se trouvent en nous et qu'on a le pouvoir d'agir si on reconnaît ça en nous et si on se rassemble. Pour moi, c'était même une question de survie. Cet album, il a été écrit juste avant le 7 octobre tragique en Israël, mais il a été produit pendant et tout juste après le choc. Est-ce que ça se ressent dans l'album? Malheureusement, moi, je suis née dans ce conflit-là, donc ce conflit, il n'est pas nouveau pour moi. Et cette question de comment est-ce qu'on regarde l'autre, est-ce que l'autre représente un danger ou est-ce que l'autre est un allié, c'est une question que je me pose depuis que je suis enfant. Et la musique, pour moi, a été
une vraie proposition politique. Je pense que oui, on sent les choses et malheureusement, c'est pas nouveau en fait l'état des guerres. Il y a juste des moments où ça s'amplifie et ça devient trop partout. Mais Solaire, il est né dans ce contexte-là. Growing, breathing, needing air, ground, roots, soil, flowers, colors, lions, birds, shadow, light, silence, hidden, laughing, crying, no ending, dream. J'ai senti qu'il y avait... que moi, j'avais envie d'être plus investie dans ma vie personnelle, de me connecter aux gens qui arrivaient malgré l'atrocité de ce conflit, de continuer à générer de la lumière. Et donc, je me suis associée à tous ces activistes pour la paix et l'égalité palestiniens et israéliens qui travaillent ensemble. Je pense à Ali Abou Awad, qui est un Palestinien qui a créé un centre pour la non-violence en Cisjordanie, à Nava Khefet, qui est une femme rabbin qui vit à Jérusalem et qui est en train d'essayer de monter un hôpital à Gaza. Je pense aux guerrières de la paix qui agissent ici. Oui, aux guerrières de la paix, vous êtes très impliqués. Enfin, en tout cas, vous les défendez publiquement, ces femmes israéliennes, palestiniennes qui œuvrent ensemble, qui se battent ensemble. Oui, et des femmes d'ailleurs du monde entier qui sont les premières à subir les conflits et les problèmes de guerre qui sont malheureusement pour l'instant beaucoup générés par aussi des hommes. Et de se connecter à ces gens-là, à tout ce réseau-là qui sont les premières victimes de ces conflits-là et qui ont trouvé les ressources, les moyens, le courage, les mots et les actions pour créer une nouvelle réalité. Moi, ça m'a donné la force, la lumière et j'ai décidé de les joindre. Et je sais bien que c'est une goutte dans l'eau, mais chaque goutte est importante parce qu'ensemble, on va créer un océan. Cet album, c'est aussi un virage musical. Vous avez quitté l'acoustique pour un son beaucoup plus électro. Pourquoi? Je vis dans mon époque et je suis sensible aux nouveaux sons qui arrivent, aux nouveaux moyens de produire du son. C'est des nouvelles sensations et des nouveaux goûts. Et mélanger l'organique, l'électronique et le classique, ça s'est imposé comme une évidence, en fait. Je pense que je ne peux pas rester dans le même endroit. Et j'ai changé, ça a donné ça. Vous avez coécrit un documentaire qui est consacré à votre virage artistique au cours des 5 dernières années. Quand vous regardez ce documentaire, est-ce que vous vous dites que vous êtes devenue la personne, l'artiste que vous vouliez être? C'est une question que je me suis posée très jeune. J'avais une genre d'urgence de ne pas gâcher ce temps de vie. Mais je ne savais pas sous quelle forme ça allait être, mais je le ressentais. Et cette question, c'est comme un rappel de temps en temps qui me dit là, tu manques de courage, là, tu es en train de tricher. Et aujourd'hui, vous êtes là où vous vouliez être? Aujourd'hui, je suis complètement là où j'aimerais être. Et c'est jamais figé. Il se trouve, dans 5 ans, ça se décale. Donc c'est une attention, je pense, un peu permanente. Ça, c'est une bonne raison de ne pas avoir ni mari ni enfant. C'est marrant que ça soit flou un peu, mais là... Tu me laisses finir juste d'écouter Eyal? Non. Je ne sais pas encore comment, mais je vais renaître. On part à présent à la rencontre d'une comédienne Solaire. C'est vrai? Je peux le refaire. Révélée pendant le confinement grâce à ses personnages devenus viraux sur Instagram. Oh là là, j'ai tellement hâte de mon intervention de vidéo. T'as vu, je presse le pas parce que je sais que tu es énergique. Philippine Delair a su transformer l'essai sur scène. Merci beaucoup. Après Télédrama, elle signe un spectacle plus intime, Fifi la Papa, où se mêlent humour, amour, deuil, résilience, avec une énergie folle. On la retrouve sur la scène de la Comédie de Paris. Et c'est qui la plus belle de l'école? C'est Charlène. Et les garçons veulent coucher avec qui? Avec Charlène. Sauf que Charlène, elle est quoi, Karine, aujourd'hui? Elle est coach sportive. Fifi à Papa, c'est un spectacle intime. Tu ne te caches pas derrière tes personnages et ça fonctionne super bien parce que finalement, la réalité dépasse souvent la fiction.
Tu avais besoin de parler de toi? Ce qui est sûr, c'est que c'est arrivé après mon premier spectacle, où le premier spectacle, je jouais, ça s'appelait Télédrama, je jouais des personnages dans des sketchs qui touchaient à l'univers de la télé. Et c'est plutôt parce que les spectateurs qui m'avaient rencontré par les réseaux sociaux, en venant voir le spectacle après ce premier, justement, me disaient on te suit sur les réseaux, tu fais partie de notre quotidien et on aimerait bien en apprendre plus sur toi, Philippine. Et donc, j'ai créé ce nouveau spectacle en me disant, là, on va parler de soi, on va y aller. Et là, j'y suis allée à fond. Droite, gauche, droite. Arrête la musique, qu'est-ce que tu viens de faire, Pierrick, là? Je rêve où tu viens de voir le lot. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3, ok? Et tous ensemble, on va regarder Pierrick qui est juste là. Et on va dire loser, ok? Et ça fait 1, et ça fait 2, et ça fait 3. Loser. Ouais. 10 jours après avoir appris que ton mari te trompait, coup de théâtre, tu l'annonces sur scène. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Est-ce que c'était cathartique? Au départ, quand j'ai appris que j'étais trompée, donc depuis plusieurs mois par mon mari, de base, je devais jouer 3 jours après sur scène. J'étais stone, j'étais complètement stone. Donc les représentations 3 jours après, j'étais incapable de les jouer. En revanche, donc elles, je les ai décalées. En revanche, 10 jours après, c'était à Bordeaux, c'était chez moi et je me suis dit non, je peux pas ne pas la jouer. Mais il faut que je prévoie peut-être quelque chose parce que comme je racontais, ce spectacle parle en grande partie de mon mariage incroyable. Donc je me suis dit, il faut que je puisse adapter si jamais, et pour que je puisse moi surtout continuer à le jouer un peu, je me suis dit c'est tellement moi ce spectacle, je peux pas le jouer poker face et garder un grand sourire tout du long en disant que tout va bien alors qu'en ce moment même tout ce que je raconte dans ce spectacle finalement part en vrille à l'heure actuelle et j'ai plus aucun repère, je comprends rien à ce qui se passe dans ma vie perso. En revanche, si après je le sens, peut-être qu'en impro je vais dire que je suis cocu. Mais je le savais pas, je me suis dit si jamais tu le sens Philippine, tu le dis et si ça peut te faire du bien pour jouer ce spectacle, vas-y. Ah oui, d'accord, oui, c'est pas un vrai mariage, oui, c'est le Pix. Mais si, le Pix, là, le truc des homos. Le Pax. Oui, le Pix, le Pax, c'est pareil, c'est pas un vrai mariage. Et c'est qui le prêtre, du coup? Karine? Je sais que tu as eu un moment de flottement, tu as même imaginé un temps tout arrêter, et puis ta maman, qui est veuve, a eu cette phrase incroyable, elle t'a dit « on ne meurt pas par amour ». Ça a été un électrochoc pour toi, cette phrase? Oui, ce qui est fou, c'est que j'étais sacrément mal. Bon, clairement, je regardais la fenêtre et là, ma mère m'appelle, je décroche et j'entends « non, non !» Et là, je dis « mais quoi, non ?» Elle dit « non, Philou, c'est pas possible, tu vas pas arrêter tout ça !» Et là, elle me hurle dessus, je dis « oui, mais maman, c'est dur !» Elle me dit « non, on meurt pas par amour, Philou, on meurt pas par amour !» Ça te fait quand même un électrochoc et tu te dis « ok, tu vas te faire aider, tu vas aller voir un psychiatre, il va te faire une ordonnance et tu vas prendre des médicaments parce que tu n'y arrives plus toute seule. » T'as l'ami un peu trop intense, tu sais, qui est en train de faire son discours et qui est... C'est vrai que ce jour-là, je voulais plus Philou et c'est vrai que j'ai gardé la flemme. Ce spectacle, il démarre sur un registre très énergique, avec la Philippine qu'on connaît, pile électrique, et puis doucement, il glisse vers quelque chose de plus personnel. Comment est-ce que le public accueille ce glissement du rire frontal à l'émotion? En fait, c'est ça, moi, qui me bouleverse, on va dire, avec ce spectacle, c'est à quel point j'ai l'impression que ça fonctionne, que ça parle aux gens. C'était un travail très, très long, et là, j'ai l'impression que dans cette forme actuelle, les gens sont emportés avec moi. Et il y a un truc de, ok, on est arrivé, et direct, il y a un truc de c'est parti, et on se laisse emporter par toutes les émotions, et souvent, ils pleurent, c'est un mot lapsus, mais ils arrivent, ils sortent en disant, on est venu pour rire, et on est sorti en pleurant. Bon, écoute, ma petite chérie, t'es bien mignonne, mais à ton Pix, avec ton grand-père, on sera pas là. Un joli titre pour notre coup de cœur, La trame de l'existence. C'est le nom de la première grande rétrospective française consacrée à l'artiste polonaise Magdalena Abakanowicz, figure majeure de l'art du XXe siècle. Une œuvre puissante qui interroge la violence de l'histoire et la fragilité de nos vies. Je vous emmène la découvrir au Musée Bourdelle. Le Musée Bourdelle. Grande rétrospective et très joli titre, La trame de l'existence, un titre à double entrée, évidemment. Et oui, on a emprunté 2 mots qu'aimait beaucoup Magdalena Abakanowicz, cette question de la trame ou de la fibre, et ce qui constitue tous les organismes, y compris les plantes. Et c'est vraiment la matière première de tout son travail. Et l'existence, parce que son art renvoie profondément à des dimensions existentielles sur l'humanité et la place de l'homme par rapport à la nature. Alors là, on le voit bien avec ces 2 œuvres notamment, la notion de foule, elle est très très importante dans son travail. L'obsession de la foule, elle lui vient vraiment
évidemment de ce régime communiste sous domination soviétique qui était celui de la Pologne dans toute la seconde partie du XXe siècle jusqu'en 1989-90. Les Polonais étaient autorisés à vivre seulement dans 9 mètres carrés par personne. Donc on n'imagine pas à quel point il y avait un sentiment même physique au quotidien de manquer d'espace. Parlez-nous un petit peu de ces abakans. Ce ne sont pas des tapisseries, ce ne sont pas non plus des sculptures au sens classique du terme. Qu'est-ce que c'est? Un abakan est une structure souple, c'est la définition qu'en a donnée l'artiste. En général, c'est du sisal. C'est une fibre qui à la fois est assez costaud, rigide, et qui en même temps va pouvoir vivre et évoluer légèrement. Et ça intéressait beaucoup Magdalena Abakanowicz. Elle a cette particularité d'avoir vraiment marqué l'histoire du textile en étant la première à suspendre ses pièces à partir du plafond. Eh bien, merci Ophélie pour cette belle balade. Avec plaisir. C'est l'heure de se quitter, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.